bien, le président de la République, Emmanuel Macron, a proposé jeudi 18 décembre le nom de Xavier Piecharzik pour succéder à Jean Castex au poste de président directeur général de la RATP. Et qui est monsieur Piecharzik? C'est un ancien conseiller de Jean-Marc Ayrault. Je te jure, mais ils sont drôles. Moi, ça me fait sourire. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron, tout le monde retourne dans son lit, si j'ose dire. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il retourne au PS. Madame Braun-Pivet retourne au PS. Tout le monde va retourner dans sa famille d'adoption. Le macronisme n'existe plus. Le bloc central explose et puis tout le monde va repartir. Alors Emmanuel Macron, c'est un socialiste, il retourne au socialisme, il nomme ses amis et avant de partir, bon, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va arriver à court de conseillers de Jean-Marc Ayrault. Oui, Jean-Marc Ayrault, il a plombé la France et tous ses conseillers, effectivement, sont recasés, etc. Les Najat, les Vallaud-Belkacem, tous, mais ils sont tous. C'est formidable. C'est l'ancien directeur de l'appareil d'État, en fait, ils se mettent en place. L'appareil d'État, je vous assure, l'année qui va arriver, avant 2027, comme tous ces gens sont persuadés qu'ils vont perdre le pouvoir, ils vont peut-être le gagner d'ailleurs, on ne sait pas, ils mettent en place leurs petits hommes, bien évidemment, pour verrouiller le système. C'est pas normal. Donc, non mais ça c'est un vrai problème parce que vous savez c'est la vie, à la démocratie. Non, c'est la vie. C'est contraire à la démocratie. on n'a pas le spoil Une system. appropriation par un parti. Vous savez qu'on n'a pas le Eugénie Bastier. C'est vrai que la France n'a pas le spoil system à l'américaine. Aux États-Unis, quand vous avez une élection, tous les fonctionnaires sont remplacés. Et d'ailleurs, Trump, il a très bien préparé sa deuxième réélection puisqu'il avait fait une liste de 20 000 personnes à placer à des postes stratégiques. Et c'est comme ça qu'il arrive à mener ses politiques et un vrai changement politique, qu'on soit d'accord ou pas. Parce que quand vous avez ce monsieur Piecharzik, que je ne connais pas d'ailleurs, qui a sûrement des qualités, mais quand tu diriges la SNCF, que tu es un socialiste, et que tu as un autre pouvoir qui arrive que tu ne portes pas dans ton cœur. RATP, oui. Comment ? La RATP. Oui, RATP. Bon, forcément, tu as du pouvoir. Tu as du pouvoir de blocage, pouvoir de... Ben oui, ça se passe comme ça, les amis. C'est d'autant plus dingue que quand il arrive au pouvoir, Emmanuel Macron dit il faut mettre par terre ce spoil. Il faut faire un spoil système. D'ailleurs, dit-il, je vais m'occuper de tous les cabinets, de ces hauts fonctionnaires qui ne font que se succéder les uns aux autres, quel que soit le pouvoir. Et résultat... Et vous êtes le dernier en France qui croit à la parole d'Emmanuel Macron, Éric Revel. J'ai écrit un livre Il n'y a plus une personne qui peut croire ce que dit le président de la République. Non, mais c'est absolument... Mais la RATP, c'est une entreprise publique. Que dites-vous, Eugénie ? Non, sur la parole d'Emmanuel Macron, j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui a reposté ce qu'il avait dit pour ses vœux du... Ah ben justement, vous voulez le voir là ? Oui. Oui, mais alors... mais j'avais prévu de le mettre tout à l'heure. Et le 31 décembre, l'année dernière, il dit qu'il y a un référendum. Mais les Français auront à trancher des sujets déterminants. Je veux dire, je pense qu'il oublie lui-même ce qu'il a dit une heure avant. Peut-être que là, je pense. Non, c'est quand même grave. Mais oui, c'est grave. Je vous fais pas. C'est grave. Après, c'est pour nous faire un référendum sur le temps des écrans, etc. Autant ne pas en faire. Bon, terminons avec l'audition parce que là, on n'avance pas. D'abord, je salue notre ami Bernard Morlino. Maradona, il était une fois, FOI. Et je parle beaucoup de football en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Tous les jours, j'ai un invité foot. Donc, et Diego Armando. Le temps où on faisait les émissions ensemble, vous vous souvenez ? Mais c'était Interfoot, une émission historique. Mais vous revenez aussi à vos premières amours, alors. Exactement. Mais d'où on vient. Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro. Rien que son nom est joli. Mais Diego, bon. Et on en parlera tout à l'heure. C'était plus calme quand on faisait du foot. Vous avez raison. Bon, écoutez, Monsieur Cohen, qui n'a pas condamné les propos de Monsieur Legrand, qui était dit dans cette fameuse cette rencontre où ils jouaient tous les deux les attachés de presse du Parti socialiste. Non, je ne les condamne pas parce que je n'ai aucun doute sur les intentions et l'esprit de Thomas Legrand. Elle donne l'impression d'une maladresse et tout à l'heure j'ai reconnu une émotion incontestable provoquée par la diffusion de cette vidéo, mais je sais, Thomas Legrand sera là tout à l'heure pour s'expliquer sur le sens de cette phrase qui, encore une fois, est isolée et je veux dire, il suffit pas de tenir des propos dans des cafés, il faut prouver que vos actes correspondent aux paroles. Ça, il suffit juste de vous écouter chaque matin pour savoir que les paroles sont en conformité avec effectivement ce que vous pensez. Monsieur Cohen, cette fois-ci sur l'émotion, dit-il, et la propagande. Alors il cible évidemment CNews, c'est la faute de CNews. C'est surtout les autres qui auraient dû, à mon avis, enchaîner. C'est vrai que nous étions parfois bien seuls à commenter ces propos-là et qui n'auraient jamais dû exister. D'ailleurs, il a dit quelque chose qui est assez amusant, qui a été peu relevé. Il l'a dit hier. Il dit c'était mon premier jour de congé.
le 7 juillet. Il a dit ça dans l'audition. Et s'il est en congé, pourquoi il est dans cette réunion avec les gens du PS? Il dit c'était mon premier jour de congé. Mais il n'a pas fait attention. Mais s'il est en congé, alors pourquoi il va voir les gens du PS alors qu'il nous explique qu'au contraire que c'était une rencontre... C'est lui qui le dit. Ouais, le 7 juillet, c'était mon premier jour de congé. Peut-être qu'il est bénévole. Oui, c'est oui. Ben, écoutez, je n'en sais rien. Écoutez en revanche la charge qu'il a faite sur CNews. Émotion amplifiée par une opération de propagande sans limite visant à dénigrer, à détruire le service public que je représente. 2 chiffres à cet égard. L'affaire dite Le Grand Cohen a fait l'objet en 2 semaines sur l'antenne de CNews du 6 au 20 septembre dernier de 853 séquences. 853 séquences. Et dans les 3 premiers jours, entre le 6 et le 9 septembre, la vidéo a tourné 181 fois sur la même chaîne. Je répète ce chiffre, 181 diffusions en 3 jours sur une chaîne d'information, dite d'information, qui ne s'est occupée de rien d'autre. Sans une once de contradictoire et avec des bandeaux parfois mensongers. Ainsi, le 8 septembre, Legrand et Cohen veulent s'occuper de Dati, phrase qui a encore été répétée ces derniers jours sur les antennes d'Europe 1 et de CNews, et hier ici même par monsieur le rapporteur en interrogeant la présidente de Radio France, et qui n'a jamais été prononcée, qui ne figure pas dans ces vidéos. C'est donc un mensonge. Bah, écoutez, les mensonges, puisqu'il parle de mensonges, on va en écouter un et puis un beau, parce que dans son fameux édito sur Crépol, il avait parlé des néo-nazis. Hier, il dit, je n'ai pas jamais prononcé le mot de néo-nazis. Alors, écoutons ce que disait M. Cohen sur Crépol et sur les néo-nazis qui étaient allés se venger après ce qui s'était passé dans cette... À Romans-sur-Isère. Exactement, hélas. Condamné par l'Arcom. Il a été condamné évidemment par l'Arcom. Appel à la loi. Bien sûr. Et la famille de Thomas en est émue, ce qui, à mon avis, est encore plus grave. Mais bien sûr, et puis la mère d'Elias, sur M. Cohen, a exprimé sa réticence sur ses interventions. Bah, évidemment, ce n'est pas des bonnes victimes. Le jeune Elias, pour Patrick Cohen, ce n'est pas une bonne victime, manifestement. Donc écoutez cet éditorial où il parlait des néo-nazis. La mort de Thomas ne résulte pas d'un règlement de compte ou d'une expédition punitive, même si les insultes racistes ont bien été entendues par 9 témoins lors de la bagarre contre les Blancs du village. Cette motivation raciste n'a pas été retenue par la justice. Rien ne prouve que les jeunes du quartier de la Monnaie étaient venus casser du blanc. En revanche, la presque centaine de militants d'ultra-droite qu'on vient de voir à l'image, souvent des néo-nazis descendus en représailles à Romans-sur-Isère, n'étaient pas des manifestants, comme on l'a entendu dans un commentaire. Ils étaient cagoulés et armés de barres de fer. Ils ne sont pas venus faire justice eux-mêmes, comme l'a dit Olivier Véran aujourd'hui, puisque la justice s'occupe déjà des suspects. Non, comme le prouvent des messages vus sur leur téléphone, ils étaient venus pour châtier les Arabes, ce qu'on continue d'appeler, hélas, une ratonnade. Les faits, encore les faits. Le ministre de l'Intérieur nous parle d'un pays ensauvagé, mais la France d'aujourd'hui compte moins de morts violentes qu'il y a 20 ou 30 ans. Et les balles tragiques, comme on disait souvent, sont aussi vieux que les fêtes de village. Là encore, comme toujours, les réponses sont plus nuancées que les slogans des plateaux télé. Ça, c'est très intéressant. Le camp du bien, c'est quoi? D'Éric Dupond-Moretti à Patrick Cohen, en passant par Yael Braun-Pivet, c'est l'insécurité n'existe pas, vous ne voyez pas ce que vous voyez. C'est ça qu'il nous dit. Il prend une statistique en disant elle est moins ensauvagée qu'avant. Donc c'est exactement ça qu'il nous dit. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, cette bataille culturelle. Elle est plus ensauvagée aujourd'hui. Bah, oui, mais manifestement... Non, cette statistique, elle est erronée parce qu'en fait, il parle des morts violentes. Les tentatives d'homicide. C'est les tentatives, absolument. Mais peu importe, je vous dis... En fait, pourquoi ils sont très abîmés? Pourquoi ils sont même laminés? Parce qu'ils disent n'importe quoi. Et que le réel saute aux yeux de tout le monde. Quand Monsieur Cohen explique dans cette... Mais pas que lui d'ailleurs. Monsieur Dupond-Moretti dit la même chose. Bon, et puis là, factuellement, les faits, rien que les faits, pour reprendre sa terminologie, il dit qu'il n'a pas dit le mot néo-nazi. Il vient de l'entendre. Et hier, sous serment, il dit non, j'ai jamais prononcé le mot néo-nazi. Écoutez. J'ai fait un papier, à l'époque, dont vous avez cité quelques extraits, d'ailleurs tronqués. Je n'ai jamais qualifié les amis de Thomas de néo-nazis. Je parlais des militants d'ultra-droite, une centaine, descendus en représailles à Romans-sur-Isère, qui étaient cagoulés, armés de barres de fer. Voilà. C'était des proches de Thomas ?
c'est pas possible. Enfin, écoutez, dans mon papier, non, j'ai parlé d'une centaine de militants d'ultra-droite. Écoutez, j'ai mon texte sous les yeux. Hein. Je ne crois pas, j'ai mon texte sous les yeux, il n'y a pas le mot néo-nazi, mais je ne crois pas, j'ai parlé de centaines de militants d'ultra-droite, ce qui était la vérité. Il n'y a pas le mot néo-nazi, mais à ce niveau de mensonge... Gros, ça passe, quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez faire à ce niveau de mensonge? J'ai le texte sous les yeux, il n'y a pas le mot néo-nazi, on vient de l'entendre. Donc, bon, bah écoutez, voilà. Mais je vous assure, c'est très intéressant. Cette commission a été très intéressante. Et puis, Mme Braun-Pivet, effectivement, sa position, moi, je pense qu'elle devrait être entendue. Je l'ai répété hier, mais je ne sais pas si M. Allon... Elle peut être entendue dans cette commission, mais après, il y a la question de l'immunité parlementaire, donc ça reste quand même compliqué. Puis voilà, donc elle a publié ce communiqué. Oui, parce qu'elle doit nous écouter aussi le matin, parce qu'en fait, ça tremble. Tous ces gens-là, ils se disent, oh là là, mais ils sont, on est, ça y est. Ouais. On est pris la main dans le sac. L'idée, c'est de dire, c'est pas le seul rappel à l'ordre qu'elle a demandé, que dans mais elle n'a jamais dit à M. Saint-Toul que je sache. Alors, il fait mention de la commission d'enquête où vous avez été entendu d'ailleurs. Oui. Mais on ne sait pas précisément à qui elle aurait... Enfin, je ne l'ai jamais entendu parler, mais elle est intervenue sur Charles Alonque sur l'antenne de France Inter. Jamais elle n'a rien dit sur les autres. Pourquoi elle le fait à l'antenne avant de le prévenir lui-même? Et sur France Inter, alors que Sybille Veil est entendu le matin. Moi, je n'ai pas le souvenir d'une telle intervention vis-à-vis d'une commission d'enquête qui, encore une fois, exerce un vrai pouvoir au nom du peuple français. Hein, ils ont des pouvoirs même de requérir la force publique et mettre en cause la dignité, parce que c'est le terme qu'elle a employé. Elle a dit cette commission n'est pas digne, il y a un dévoiement de la commission d'enquête. C'est gravissime. Qu'elle le pense, c'est une chose, mais qu'elle fasse remontrance à une commission, ce genre de choses, vous ne verriez jamais une commission d'enquête au Sénat des États-Unis. Jamais. Non, mais c'est le symbole. Éric Revel. C'est le symbole d'un building idéologique qui se fissure. En fait. Oui. Moi, je pense que la façon dont elle est montée au créneau sur une antenne France Inter. Sur les sujets qui sont des sujets, Pascal dit culturels, moi je dis idéologiques, en fait il y a un vent de panique. Pardonnez-moi, il y a quelque chose qui se passe. Non, c'est surtout électoraliste. Vous avez raison, il y aura un avant et un après. Oui. Non, c'est juste je pense, oui. Parce que c'est pas de la panique, c'est de l'électoralisme. C'est juste que Mme Braun-Pivet veut se gauchiser en vue de la présidentielle, elle veut faire oublier qu'elle a été au centre pendant quelques années. Donc maintenant, elle sort des petites phrases à gauche pour se placer en concurrente de Gabriel Attal. Et c'est elle a raison, je pense. Une stratégie politique. Je ne suis même pas sûr qu'elle le pense au fond d'elle. C'est juste une stratégie politique pour marquer. C'est un marqueur de gauche. Avant de se gauchiser. Je pense que mais elle vient du PS. Oui. N'oubliez jamais ça. Elle vient du Parti socialiste. Donc, et elle veut. Tout le monde retourne à sa maison. Et comme, alors j'ai appris que vous voulez être président de la République. Il y a un créneau. Étonné, mais bon. Le centre-gauche, aujourd'hui, il y a un créneau. Vu la faiblesse de Raphaël Glucksmann, il y a un créneau. Oui, Glucksmann, c'est fini, je pense qu'ils ont compris. Mais je vais vous dire, je maintiens le meilleur, c'est François Hollande. Mais évidemment. Dans cet espace-là. Parce que il a plein de défauts, Hollande. Moi, je crois et pas on le connaît. Mais il est surclasse tous quand même intellectuellement. Pas la résurrection des socialistes. Ça, là-dessus, il y a beaucoup de... on peut faire beaucoup de reproches à François Hollande, sauf un truc, son intelligence leur a servi lui, principalement, et c'est ça qu'on peut lui reprocher. Il aurait pu être au service des autres, mais il est surclasse intellectuellement. Il n'a pas été en capacité de se représenter. Au royaume des aveugles, les bords En 2012, il n'a pas été en capacité de se représenter. Vous avez évidemment raison, je vous dis simplement intellectuellement, il est surclasse tous, un par un. Oui. Donc il n'y a même pas de photo. Bernard Morleno voulait dire quelque chose. Oui, sur l'utilisation de néo-nazis, par exemple. En plus, il s'appelle Patrick Cohen. Quand on utilise un tel mot, il faut savoir ce qu'on dit, parce que les mots, ça a un poids. Comment c'est possible, quand on écrit néo-nazi, un mot aussi fort, après on dit on s'en souvient plus, c'est pas possible, c'est impossible. C'est impossible. Je veux dire, c'est pas un écrivain, ça c'est sûr, parce qu'on peut pas utiliser des mots comme ça à tort et à travers. C'est pas un écrivain, mais c'est pas... Il a pas donné un adverbe ou rien, c'est néo-nazi. Mais ce qui est terrible, c'est la victimisation, en fait. C'est de retourner complètement Quand il parle de Red, j'ai envie de lui parler, et nous, qu'est-ce qu'on prend? Exactement. Tu veux que je lui parle on n'est même pas invité sur le service public, trop rarement. Mais peu importe. En revanche, non. Ne nous plaignons pas. Non, pas du tout. Ça, jamais. Ne jouons jamais les victimes. Je suis d'accord. Castigat, ridendo, mores. Prenons cela avec légèreté. Exactement, et distance. Jamais on doit se plaindre. Moi, je ne ferai jamais ça, en tout cas. Bon, la colère des agriculteurs. Je voudrais qu'on commence par Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron, sur le Mercosur, alors il était impeccable hier soir. Ah oui. Impeccable ce qu'il a dit. Moi, je suis à 100% d'accord avec ce qu'il dit, mais simplement, il ne l'a pas toujours dit. Écoutez ce qu'il a dit sur le Mercosur. Je vais ici dire à nos agriculteurs qui manifestent
la clarté de la position de la France depuis le début. Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Et c'est la même chose, c'est la cohérence de l'Europe et c'est une Europe qui protège son agriculture et ses producteurs. Nous sommes pour échanger. La France est d'ailleurs une grande puissance agricole et agroalimentaire qui échange à travers le monde, qui exporte. Mais nous ne pouvons pas accepter de sacrifier la cohérence de notre agriculture, de notre alimentation, la sécurité alimentaire de nos compatriotes sur des accords qui ne sont pas encore finalisés. Ce qui est formidable, c'est la conviction avec laquelle il dit quelque chose et il est capable de dire l'exact contraire avec la même conviction. C'était un personnage dans un film qui s'appelait Ridicule. Vous vous souvenez, cet abbé, là, t'as l'impression... Oui, je vais vous prouver que Dieu existe et après je vous prouve voilà, que Dieu existe. Mais là, par exemple, il est convaincant, t'as envie comme toujours de le croire. Mais il a dit le contraire à Belém il y a un mois. Et moi, j'avoue que je ne peux pas le croire. Il faut quand même rappeler que le Mercosur est en discussion depuis 2000. Oui, mais pourquoi ça changerait? Et donc là, pourquoi un mois avant, on va nous dire en fait il faut tout changer? Pardon, mais s'il fallait s'emparer de ce sujet, c'était avant. Moi, je pense qu'au fond, Emmanuel Macron, il est content de ce Mercosur. Et juste, il n'ose pas le dire devant les agriculteurs, c'est tout. Je veux dire, c'est un accord. Je me méfie de ce terme. Est-ce qu'on repousse les négociations encore d'un an? On va rediscuter, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a à discuter? Soit on est pour le libre-échange et nos agriculteurs seront perdants, mais peut-être que les machines à outils allemandes seront gagnantes, mais nos agriculteurs seront perdants. Vous n'allez pas dire on va faire un accord avec l'Amérique du Sud, mais attention, vous n'allez pas exporter votre viande et vos céréales. Ils ne seront pas d'accord, évidemment. C'est pas le but de l'accord. Dans ce cas-là, on ne fait pas d'accord. Donc je ne vois pas comment les choses vont changer, évoluer. Je pense que c'est illusoire de repousser encore une fois cet accord. Soit c'est oui, soit c'est non. Vous n'allez pas faire un demi-accord de libre-échange. Mais ils vont le faire en douce. C'est-dire s'il n'y avait pas eu cette crise... Hier, je disais, il y a une expression des gosses, des jeunes, ils disent en soum-soum. Oui, c'est ça. Et en soum-soum. S'il n'y avait pas eu la crise, s'il n'y avait pas eu la crise de la maladie que vous connaissez, mais ça passait comme... voilà, ça passait. C'est ça. En fait, c'est comme tout à l'heure le président de la RATP. C'est pareil. C'est comme Richard Ferrand. Tout ça en soum-soum. Je veux dire, comme Najat Vallaud-Belkacem. Tout est fait comme ça. Et puis de temps en temps, il y a un truc qui sort. Alors là, ils disent, attention les gars, on va se planquer pendant un mois. Et puis et on va faire attention. Et puis ils reviennent après. Voilà, c'est pour repousser des durs. Les choses se calment. Vous avez en face des. On nous sort les clauses miroirs. Ça, c'est de l'esbrouf total. Qui va aller contrôler que les bœufs au Brésil sont aux normes? J'ai le sentiment que les agriculteurs ne lâcheront pas. Non, là, parce que c'est leur survie qui est en jeu. Là. Et la nôtre aussi. Non, mais surtout, on n'a tiré aucune leçon de ce qui nous est arrivé avec cette mondialisation qu'on nous a décrite comme heureuse. On a trucidé notre industrie. En délocalisant, et après l'industrie, en fait, c'est l'agriculture. C'est ça, hein. Mais bien sûr. C'est hallucinant. Mais ces gens sont des mondialistes, Pascal. Mais vous avez raison. Ils défendent pas. Alors, attendez, je peux me permettre. Ils défendent pas l'intérêt national. Emmanuel Macron, il fait le contraire de Gaulle. Les États n'ont pas d'amis, disons, que des intérêts. Lui, il pense qu'il a beaucoup d'amis, mais en fait, il défend pas les intérêts. Vous avez vu comment il enlaçait Lula à la COP 31 à Belém quand il dit « je suis positif sur le Mercosur ». Mais en fait, c'est absolument hallucinant. Donc, le bilan Macron, on est fâché avec tout le monde. Ouais. Tout le monde fait autre chose que nous. On est fâché avec la Chine, on est fâché avec les États-Unis, on est fâché avec la Russie, on est fâché avec l'Afrique, on est fâché avec tout le monde. On est complètement isolé, seul. Et tout le monde, nous on a raison et tous les autres ont tort. Non, mais c'est une façon de travailler, hein, pourquoi pas. Ce qui est fou, c'est le manque de clarté de la Commission et de l'Union européenne. Vous savez, l'Union européenne, ces dernières années, a fait deux politiques diamétralement opposées. D'un côté, le Green Deal et le projet From Farm to Fork, c'est-à-dire de la ferme à la fourchette. C'était une relocalisation de l'agriculture avec des normes extrêmement lourdes pour faire du bio, etc. Et de l'autre, le Mercosur, où on ouvre nos frontières et on fait venir de la viande d'Argentine. C'est complètement contradictoire. Vous ne pouvez pas demander à la fois aux agriculteurs d'avoir plus de normes et en même temps ouvrir les frontières à des gens qui n'ont pas les mêmes normes. Tout en parlant de souveraineté alimentaire. Rachel Kahn. Tout en parlant de souveraineté alimentaire. Donc c'est complètement... Alors écoutez autre chose, parce que ça avait été dit en début d'année, personne ne le croit, en début d'année, le 31 décembre l'année dernière, il a dit qu'il y aurait un référendum. On l'attend toujours, remarquez, l'année n'est pas terminée, il va peut-être demander un référendum. Il pourrait demander est-ce que je dois rester ou pas. Il pourrait poser la question aux Français, je ne sais pas ce que serait la réponse. Écoutez ce qu'il disait le 31 décembre, le président de la République. Alors pour le quart de siècle qui vient, je veux que nous puissions décider et agir avec 2050 en ligne de mire. Nous aurons des choix à faire pour notre économie, notre démocratie, notre sécurité, nos enfants. Oui,
l'espérance, la prospérité et la paix du quart de siècle qui vient dépendent de nos choix aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'en 2025, nous continuerons de décider. Et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Bon, et il y a un vrai agacement aujourd'hui du président de la République sur certains sujets. Vous avez vu la séquence des micros? Oui, mais attendez, vous imaginez que là, il parle de 2050 alors qu'on n'est pas foutu d'avoir un budget pour 2026 Mais non, mais vous avez raison. Mais la séquence des micros, je la trouve à la fois anecdotique et en même temps... Oui, on va la voir. Parce que le point de presse de Bruxelles, il est très compliqué. En fait, vous avez des gens qui sont très éloignés. Il n'aurait pas fait ça il y a 10 ans, il est très agacé. Ils sont lourdes et longues. Non mais bon. Regardez cette séquence. Regardez cette petite séquence. À apporter de la visibilité à l'Ukraine, au peuple ukrainien, et à lui permettre... Excusez-moi, c'est très... Je propose peut-être, s'il y a quelqu'un qui peut mettre des micros avec des caméras qui viennent, parce que là j'ai des micros qui bougent en permanence. On peut juste avoir quelque chose qui fonctionne. Ouais. Non, je peux pas regarder toutes les caméras à la fois. J'y arrive pas. Donc vous me dites, il y a une caméra, il y a des micros qui bougent plus, et après je peux... Donc quelle est la caméra de poule? Donc je regarde une caméra, et les micros, vous les bougez plus. D'accord? Parce que sinon c'est pas possible. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais reprendre mon propos. On peut avoir quelque chose qui fonctionne. On aimerait aussi. On aimerait aussi. Je pense qu'il faut un label pour les micros. Il faudra un label pour les micros qui arrêtent de bouger. C'est ironique. Non, mais on peut comprendre qu'il est un peu agacé. Moi, j'aurais non, mais c'est intéressant. Parce qu'en fait, c'est vrai que on a du mal à entendre le président de la République qui nous agace un peu. Mais on comprend peut-être que c'est réciproque. J'ai l'impression qu'on l'agace aussi. Ah, ça, je pense que je confirme. Plus que d'autres. Je confirme que je pense que nous l'agaçons. Mais en fait, c'est la réalité qui l'agace. Parce que, au fond, si on se dit les choses, c'est un gâchis. Et c'est ça qui est triste. Parce que ça aurait pu être tellement différent. Et c'est ça la difficulté. Moi, je crois que c'était écrit d'avance. Comment ? Moi, je crois que c'était écrit d'avance, contrairement à vous. Je n'ai pas cru... Pareil. Moi, je trouve que c'est un gâchis. Macron n'a jamais pris, il n'existe pas. Vous allez dans les régions, dans les départements, dans les mairies, ça n'existe pratiquement pas. Mais bon. Alors combien ont-ils de maires aujourd'hui ? Oui, mais c'est la France qui aura perdu, et c'est ça qui est triste. Oui, mais ça partait sur un faux postulat qu'on allait supprimer tous les partis, et qu'on allait tous marcher d'un même pas. Bon. Après, c'est Noël. Alors, c'est un pull de Noël que vous avez là, Rachel ? Absolument. Oui, mais il est beau ce pull, honnêtement, parce que le pull de Noël, souvent, il est ridicule. Le vôtre, il n'est pas ridicule. Parce que quand même, je venais vous voir, Pascal. Oui, pas venir. mais vous voyez, c'est pourquoi on se dit, est-ce que c'est un pull de Noël ? Mais c'est un très joli pull de Noël. Alors que le pull de Noël, souvent, il est caricatural et il est fait pour faire rire. Mais on n'est pas dans la caricature ici, hein ? Non, jamais. Mais Thomas Hill, je crois que lui, il a un pull de Noël, m'a-t-on dit. Lui, il est caricatural. J'ai l'impression d'être invité à une soirée, je suis le seul qui n'est pas au courant que c'est pas déguisé.